Oui, enfin, ce qu'on voit depuis donc, le début des interventions, qu'on est vraiment dans un contexte de dématérialisation de la donnée de santé qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent, et que cette dématérialisation de la donnée de santé engendre un phénomène de datification un peu de notre environnement, où il y a beaucoup plus de données produites provenant de sources beaucoup plus variées. Et ça, évidemment, ça a des conséquences très structurantes et importantes sur un certain nombre de sujets qui, jusqu'à présent, étaient relativement bien bordés. Conséquences d'abord sur la notion même de données de santé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la donnée de santé, ça n'est plus seulement la donnée qui indique la pathologie de la personne, mais qu'on prend en compte maintenant tout un environnement, à la fois social, médical, sanitaire et même environnemental, qui va permettre de définir ce que c'est que la situation de santé d'un individu. Et ça, évidemment, il faut que ça se traduise dans les textes. Vous parliez, monsieur, du règlement européen qui va intervenir, ou vous, pardon. Il faut savoir que nous disposons déjà d'un encadrement en termes de protection des données en France et en Europe très, très encadré depuis 1995. Le règlement européen va venir consacrer un certain nombre d'évolutions, mais l'idée n'est pas nouvelle. Et dans ce règlement européen, on a une nouvelle définition de la donnée de santé qui, justement, va prendre en compte cet environnement beaucoup plus large, ce qui a pour conséquence d'appliquer à cette définition un cadre juridique beaucoup plus large également. Les finalités pour lesquelles les données de santé sont collectées aujourd'hui évoluent également. Traditionnellement, c'est le soin qui produit de la donnée. On va voir son médecin, il remplit votre dossier médical et produit de la donnée. Aujourd'hui, on s'aperçoit, avec le développement des objets connectés, des medical devices, etc., qu'en fait, c'est la donnée qui va produire du soin et que petit à petit, on va aller vers une médecine personnalisée parce que les sources de production des données ne sont plus seulement les dossiers médicaux, mais les objets connectés, les bases de recherche, tout ce qu'on appelle les grandes bases de médico-administratives. Donc on voit que de ce point de vue-là, il y a une évolution importante. Il y a une évolution aussi sur les notions de partage et de confidentialité des données. Le développement de l'Internet dans le secteur de la santé fait, si vous voulez, que le principe même de l'échange et du partage est susceptible de heurter l'idée du colloque singulier et du secret médical au sens strict du terme. Par définition, si on multiplie les données, si on les échange, il faut revoir cette notion peut-être d'équipe de soins telle qu'elle est définie aujourd'hui dans le Code de la santé publique et qui est définie de façon beaucoup trop restrictive. C'est la raison pour laquelle dans le projet de loi de modernisation du système de santé, on redéfinit la notion d'équipe de soins pour pouvoir y inclure l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge un patient sur le plan social, médico-social et sanitaire. Donc ça, ce serait une avancée fondamentale puisque ça donnerait un fondement juridique stable et large à ce nouvel environnement. Des référentiels de sécurité, vous les connaissez pour certains d'entre eux. Ils vont être aussi rendus opposables dans la loi et on voit bien que l'ensemble de cette datification a des conséquences aussi sur les notions d'urbanisation des systèmes d'information. On voit apparaître de nouvelles architectures, les modes PaaS, les modes SaaS, les modes IaaS, ce qu'on appelle le cloud computing, qui est en fait l'hébergement sur Internet des bases de données. Et on voit bien que face à ces nouvelles architectures, il faut de nouvelles réponses en termes de référentiel, de sécurité et d'interopérabilité. C'est le rôle de l'Agence des systèmes d'information partagée de santé qui a défini un cadre national d'interopérabilité qui a été majeur pour le développement de ces nouvelles applications, mais c'est également le rôle de la Haute Autorité de Santé, c'est également le rôle de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qui définissent des référentiels avec des processus de certification. On a parlé de l'hébergement des données de santé qui est aujourd'hui bien installé dans le paysage, qui est un prérequis indispensable, je le répète, au champ d'application extrêmement large pour garantir aux citoyens que ces données de santé sont hébergées dans des conditions de sécurité, de confidentialité et de respect de ses droits. On travaille également sur des nouveaux moyens d'authentification des personnes. Il est certain que quand on a des dispositifs mobiles, on ne va pas continuer à se balader avec sa carte de professionnel de santé quand on l'a, et que donc il faut développer des dispositifs de one-time password, de certificats logiciels, toute une série de dispositifs qui vont pouvoir permettre de travailler sur la mobilité. Donc voilà très rapidement dépeint les conséquences en termes d'urbanisation des systèmes d'information. Cette datification et cette multiplication des données a également des conséquences sur le rôle des acteurs. Il est évident aujourd'hui que, par exemple, les laboratoires, compte tenu du développement de la multiplication de ces données,
quand on parle de big data, on parle un peu rapidement de ces termes-là. Aujourd'hui, on est plus dans le smart data. Le big data, c'est vraiment l'exploitation de bases de données extrêmement importantes. On n'en est pas encore là tout à fait dans le secteur de la santé. Pour les laboratoires, c'est les innovations thérapeutiques de rupture qui fait que peut-être vont être repensées les modalités, par exemple, de déroulement des méthodes classiques d'évaluation, des essais cliniques classiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la multiplication des données pour essayer de réinventer des nouveaux modes d'évaluation? Pour les professionnels de santé, des nouveaux modes d'exercice qui transforment les rôles et les organisations, le dossier médical personnel, le développement de la télémédecine, tous ces dispositifs qui vont permettre de façon dématérialisée de soigner ou de participer aux soins de la personne. Les assureurs, on en a parlé, ils sont détenteurs de données et gestionnaires de risques. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ces données? Comment est-ce qu'ils peuvent les faire fructifier? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Selon quelles règles? Les pouvoirs publics, évidemment, les pouvoirs publics ont une responsabilité énorme. D'abord, à travers, effectivement, la définition d'une politique publique claire, ce qui n'est pas évident dans notre pays, et stable dans le temps, encore moins évident en termes de garantie pour le citoyen, de respect de ses droits et de référentiel de sécurité et d'interopérabilité, et surtout d'ouvrir les bases de données, beaucoup plus que ce qui est prévu dans le projet de loi de modernisation de santé actuel, qui n'est qu'un sparadrap qui pourrait être beaucoup plus ouvert. Et puis le développement de nouveaux rôles pour de nouveaux acteurs à travers toutes les plateformes web qu'on voit se développer aujourd'hui, dont le Conseil d'État a reconnu d'ailleurs dans son rapport récemment sur le numérique qu'elles devaient avoir une responsabilité particulière et qu'on ne peut pas continuer à leur donner juste le rôle juridique de prestataire de services, mais qu'il faut qu'elles aient une responsabilité à part entière. Et puis je terminerai sur la place des patients, parce qu'elle est fondamentale. On a parlé d'empowerment, on a parlé de nouveaux droits. Il est certain que, à la fois sur le plan juridique, le règlement européen parle de droit à la portabilité, c'est-à-dire le droit pour le patient, où qu'il se trouve, de continuer à conserver ses bases de données. Le Conseil d'État parle de droit à l'autodétermination informationnelle. On doit être maître de ces données, maître de l'information. Mais pourquoi faire ? Et est-ce que le patient a pleinement conscience des conséquences de ce souci d'information? Et c'est la raison pour laquelle je pense que tant la communauté des professionnels de santé, des industriels, des investisseurs, des pouvoirs publics, toute cette communauté qui finalement détient les clés financières, détient la façon de traiter les données, sait ce que c'est qu'une vraie donnée de santé, toute cette communauté d'acteurs au rôle évolutif à l'heure actuelle ont une responsabilité majeure pour aider les citoyens et les patients potentiels à pouvoir utiliser intelligemment leurs données de santé et à ne pas se perdre dans certaines applications de Quantify Self, dont certaines sont très sérieuses, je ne dis pas l'inverse, mais il faut bien essayer de faire la distinction entre ce qui est vraiment la prise en charge médico-sociale, sanitaire, et le simple instrument de jeu, mais qui ne touche pas à la réalité de la santé d'un individu. Voilà. À quel moment, je voulais vous demander, mais merci pour toutes ces explications, mais à quel moment est-ce que ça existe qu'on informe le patient de ce qu'on fait de ces données recueillies? Alors, en principe, juridiquement, l'information du patient intervient avant la collecte de la donnée. Au terme de la loi informatique et liberté, ce droit à l'information est préalable à la collecte de la donnée, ou il est concomitant à la première utilisation ou à la première transmission. Ça dépend du type d'application. Mais ce droit à l'information, il est dans la loi informatique et liberté depuis 1978, donc ça fait de nombreuses années maintenant, et il est au centre de la protection des données. Donc il y a une obligation d'accepter de donner des informations, mais... Pas forcément, enfin ça dépend des cas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle classiquement un responsable de traitement, c'est-à-dire la personne qui va déterminer la finalité et les moyens d'une application, a cette obligation d'information préalable de la personne avant de collecter les données. Ça, c'est le principe qui est inscrit dans la loi. On a vu au fil du temps, avec la directive de 95 et demain avec le règlement européen, que cette information préalable, elle n'est pas toujours possible et que le développement des systèmes d'information fait qu'aujourd'hui, on admet dans certains cas que cette information, elle intervienne au moment de la première transmission de la donnée. Mais tout dépend du cas considéré. Et selon vous, aujourd'hui, le citoyen est suffisamment protégé ?
Je pense que sur le plan juridique, on a tout ce qu'il faut. On a même beaucoup de choses. Il est souvent difficile de s'y retrouver. Donc je pense que juridiquement, on a tout ce qu'il faut. Je pense que sur le plan fonctionnel, qui est à mon sens, en termes de développement de systèmes d'information, tout aussi important que le plan juridique, les deux secteurs se mêlent d'ailleurs, on a enfin, grâce à la ZIP Santé, je dois le dire, un cadre d'interopérabilité qui n'a jamais existé auparavant, qui est fondé sur des normes et des standards internationaux, puisqu'on travaille avec l'ensemble des pays du monde sur ces standards, qui est toujours en construction, parce que tout ça prend du temps. Et quand on dit que la technique évolue vite, certes, elle évolue vite, mais pourquoi ? Enfin, il faut quand même, on est quand même en présence de données de santé qui touchent à l'intimité de la vie privée de l'individu, et elles ne peuvent pas être traitées comme des informations financières, commerciales, même si celles-ci peuvent être très importantes. Donc ce cadre, il se construit en permanence et il faut un peu de temps, mais entre ce cadre juridique et ce cadre fonctionnel, si on le respecte, la loi impose quand même de le respecter, je le rappelle, eh bien on a, je pense, les instruments nécessaires pour continuer à avancer. Et un grand groupe international qui bénéficierait de lois différenciantes ailleurs, à l'international, serait dans l'obligation de se calquer sur les règles européennes ? La protection des données personnelles est un concept clairement européen, pas du tout national. Je veux dire, on a la directive de 95, on a tous les débats sur le règlement européen, on a tous les débats avec les États-Unis autour du Safe Harbor, c'est-à-dire cet accord qui permet aux entreprises américaines de respecter les règles de la directive européenne. Aujourd'hui, et quand on écoute Madame Falque-Perrotin, la présidente de la CNIL, qui est très active au niveau européen, puisqu'elle est présidente du groupe de l'article 29, c'est-à-dire de toutes les commissions européennes, eh bien, il ressort clairement de ses propos et des travaux menés au plan européen que la protection des données européennes doit devenir un atout de concurrence pour les entreprises. Et qu'une entreprise qui veut s'implanter en Europe, elle doit respecter ce cadre juridique et c'est un atout de concurrence par rapport à d'autres entreprises. Et moi, j'ai vu des appels d'offres qui ont été refusés parce que la société n'était pas agréée hébergeur de données de santé. Or, c'est la loi. On doit respecter la sécurité et la confidentialité des données. Donc, il faut que ce soit vécu comme un atout. Je ne dis pas que tout ça est parfait et que certaines sociétés ne vont pas aller développer leur application ailleurs, là où il n'y a pas de législation. En tout cas, en Europe, on a un certain nombre de principes sur lesquels sont fondés le respect de l'individu et la sécurité des données de santé, qui ne sont pas des données comme les autres, et que ça doit être vécu comme un atout et non pas du tout comme un frein. D'accord. Une question. Isabelle Galli. Oui, bonjour. Je suis impressionnée par votre synthèse sur le droit relatif aux données de santé. J'avais deux types de questions. La première question, qu'est-ce qu'une donnée de santé puisque la plupart des applis, etc., ne sont pas des dispositifs de santé. C'est une grande discussion qui nous agite beaucoup. Exactement. Donc c'est un problème pour les startups puisque effectivement la protection de la donnée de santé n'est pas la même que la protection de la donnée personnelle. Et la deuxième question, qui est un peu à la mode à l'heure actuelle, c'est la propriété de la donnée. Est-ce qu'on doit laisser le propriétaire de la base de données comme le propriétaire de la donnée, ou est-ce qu'on doit restituer la propriété de la donnée à la personne, qui est un des débats qui se posent à l'heure actuelle. Tout à fait. Alors, on a au cabinet... C'est de bonnes questions. Voilà. Ouais, merci Isabelle. On a au cabinet pas mal de clients qui sont des startups, justement, et c'est tout à fait intéressant. Et je suis confrontée exactement aux questions. Là, j'en ai une en ce moment qui me pose souci parce que j'arrive pas... Enfin, je vais y arriver, bien sûr, je vous rassure. Mais je m'interroge sur est-ce une donnée de santé, n'est-ce pas une donnée de santé ? C'est tout le débat. Je crois qu'il y a un critère important qui est que, quelle que soit la définition très large que l'on peut donner à la donnée de santé, et on va vers ça dans le projet de loi de modernisation, dans le règlement européen, c'est le lien avec une prise en charge médicale à un moment ou à un autre. Quand je vais faire mon footing le dimanche matin, que j'ai Runkeeper, que je rentre, que je partage sur Facebook avec des amis, voilà, aujourd'hui j'ai fait 10 km en moins d'une heure, etc., mes battements cardiaques, mon poids, etc., ce sont strictement des données biométriques qui touchent à mon corps humain, mais ça n'est pas pour moi une donnée de santé. À partir du moment où, me sachant par exemple atteint d'une pathologie cardiaque particulière, je vais envoyer ça à mon médecin qui va gérer mon dossier médical sur une plateforme web hébergée, etc., dans le cadre de ma prise en charge, ça devient une donnée de santé. Donc je pense que le critère de l'utilisation de la donnée, de la prise en compte de la donnée dans un cadre sanitaire et médical est un critère quand même qui permet de différencier beaucoup de choses et qui permet, à mon avis, de différencier
90% des cas entre le quantify self ou l'utilisation des données à des fins personnelles et la prise en charge médicale. Ce que je vois dans les startups, et dans une en particulier, c'est que ça peut être évolutif. C'est-à-dire qu'une start-up peut lancer un produit intéressant pour différents paramètres, etc. Et dans un premier temps, ça reste totalement déconnecté d'une prise en charge médicale. Et puis dans un second temps, si ça marche, eh bien, ça deviendra proposé à une corporation médicale ou pour pouvoir prendre en charge médicalement, je sais pas. Finalement, c'est la finalité qui est importante, je pense. Oui, je pense la finalité et le cadre dans lequel la donnée est échangée, si vous voulez. Mais il y a toujours un débat parce qu'il se peut très bien que, à l'occasion d'un système de quantify self, se révèle une information de santé qu'on n'avait pas prévue au départ et du coup, comment on la gère, hein. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte pour définir la donnée de santé, mais je pense qu'on a tout intérêt à la définir très largement et après essayer de voir dans quel cadre elle est collectée et elle est traitée. Après, sur les questions de propriété de la donnée, j'ai toujours été, moi, un peu surprise ou choquée de dire qui est propriétaire de la donnée de santé. La donnée de santé, elle appartient à l'individu et à personne d'autre. En termes de protection des données, si. La donnée de santé, elle appartient à l'individu. Et tous les travaux qu'on a pu faire pour développer des dossiers médicaux électroniques, la personne, elle a, au terme des lois de protection des données, un droit de suppression et un droit on parle de droit à l'oubli, un droit de suppression. Moi, demain, si je veux faire supprimer mes données de santé qui sont dans mon DMP ou qui sont à tel hôpital, etc., je suis investi de ce droit. Alors, il appartient aux professionnels de santé en face de me demander d'invoquer des motifs légitimes, comme dit la loi. Mais voilà, après, c'est une discussion entre professionnels de santé et patients. Et on a développé des tas de dispositifs qui permettent, par exemple, si je participe à un essai clinique et que je dis au bout de 15 jours, je veux me retirer de l'essai clinique, ça peut mettre en l'air tout l'essai clinique. Donc, on a développé des dispositifs d'anonymisation qui permettent de conserver les données me concernant sans mon identité. Donc il y a des moyens. Mais je pense que la donnée de santé, c'est la donnée de l'individu. Moi, j'en suis tout à fait convaincue. Moi, j'aurais dit plutôt si elle est pas anonymisée, pardon. Oui. À partir du moment où elle devient anonymisée, elle n'est plus à tout. Voilà. Des essais cliniques. Oui. On a une autre question. Antoine Tristan. Oui, Tristan Rosnicard, du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères, pardon. C'est un acte manqué ou est-ce que c'est un acte manqué? C'est la prochaine étape. Je reprends un peu ce que Isabelle Galli, parce que ce que vous dites là, c'est un monde idéal, un peu bisounours. Le seul problème que nous, on voit quotidiennement dans tous les sujets possibles et imaginables, c'est que les uns et les autres emploient à tort, mais le monde est fait de péché, de déviation, et c'est quand même le tréfonds de la société. Actuellement, la déviation permanente que les gens font, les fonctionnaires, malgré des directives, des circulaires, si vous voulez, c'est qu'ils passent des fichiers sur des systèmes anglo-saxons de cloud qui ne respectent en rien tout ça. C'est-à-dire que le problème, je ne peux pas vous dire que c'est fait dans le cas médical, mais c'est tellement évident. Parce qu'actuellement, vous avez par exemple une radio qui fait 10 mégas. Ouais. Il y a tout un tas de gens, les patients d'abord, qui vont se partager les données sur des clouds américains, anglo-saxons, qui ne respectent rien de tout ça. Donc qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire et comment agir? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, je ne crois pas du tout... quand je vous parle, je ne pense pas que je sois dans un monde de bisounours d'abord, j'ai bien conscience de tout ce que vous dites, sauf que je pense qu'il ne faut pas non plus toujours prendre le sujet de cette manière-là, sinon on ne s'en sort pas. Je veux dire, on est dans un pays qui bénéficie d'un état de droit, avec une politique publique, avec ses défauts, mais aussi avec ses qualités, avec des tas d'entrepreneurs qui ont plein d'idées, dans tous les cas que j'ai vus ce matin, je les connais un peu indirectement, puisque je sais qu'ils sont hébergés par des hébergeurs agréés de données de santé, donc ils se sont tous mis dans cette optique-là. Tout le monde ne cherche pas à contourner la loi. Beaucoup de gens cherchent à l'appliquer. Et le rôle des juristes ou des avocats, c'est de les accompagner vers ça, sans évidemment nier qu'il y a des gens
qui se mettent en dehors de la loi, mais c'est leur responsabilité aussi, et qui cherchent à ne pas appliquer l'agrément sur l'hébergement de santé. Très bien, un grand bien leur fasse. C'est sous réserve qu'ils se fassent contrôler par la CNIL ou par l'Inspection générale des affaires sociales, qu'ils ratent un marché parce que leur concurrent, lui, sera agréé hébergeur de données de santé et qui gagnera le marché parce qu'il sera en mesure de garantir la sécurité des données. Voilà, il faut marcher, il faut accompagner sans être bisounours, évidemment. Mais je pense qu'on ne peut pas toujours aborder le sujet en disant on va hacker les bases de données, des tas de gens ne le respectent pas, ça ne sert à rien, tout ça. Non, je suis intimement persuadée du contraire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y en a une là, oui. Je vais juste rebondir sur cette question parce qu'elle est pertinente et elle est pertinente aussi pour nous. Il y a une grosse différence entre un cadre juridique qui protège les données, la propriété des données, et ce que la technologie permet en termes de hacking, en termes d'accès aux informations, en termes de dissémination d'informations. Et pour ça, il y a un rôle de l'entrepreneur, il y a un rôle aussi de ses partenaires, éthique et morale, de ce que l'on met en place pour protéger les systèmes d'information. On parlait tout à l'heure de labellisation. Dans la labellisation d'un projet, d'un produit, d'un partenaire, doit intervenir ce qui est mis en place pour protéger l'accès aux données. Je prends un exemple tout simple. Une des versions de nos dispositifs permet à terme de diffuser une molécule qui s'appelle le fentanyl, qui est 100 fois plus efficace que la morphine, qui est donc quelque chose de très très utile, avec un marché noir énormément développé dans pas mal de pays. Comment est-ce qu'on garantit que le système, qui est connecté par Bluetooth, ne peut pas être hacké par quelqu'un qui arrive et qui va faire un scan des ondes radio pour aller augmenter la dose et tuer un patient? Ce n'est pas un cadre juridique qui va l'empêcher. Il faut derrière mettre en place des systèmes de données sécurisés. Un des gros avantages de la métropolis Côte d'Azur, c'est qu'on est dans le pôle SCS, Solutions Communicantes Sécurisées, avec des acteurs comme Gemalto, c'est Mangem Plus, qui sont dans les cartes à puce. Donc on connaît bien ces domaines. Donc il faut, à mon avis, faire la part des choses entre le cadre juridique et les peurs fondées du hacking et d'accès aux données ou de l'utilisation malhonnête des données, malhonnête en termes financiers aussi, puisqu'il y a une financiarisation des dossiers des données personnelles. Et ça, c'est un peu le rôle des organismes normatifs, mais aussi des labellisations et des partenaires. Merci. La peur n'évite pas le danger, quoi.